La myotonie par voie endoscopique, mais c'est vrai qu'il est difficile de parler de cette technique qui est assez innovante sans parler des techniques actuelles, courantes de la chalazie. Donc d'abord un rappel sur les différents traitements endoscopiques. Je vous rappelle que la neuropathologie de la chalazie ne peut être corrigée. Finalement, l'objectif des différents traitements, qu'ils soient chirurgicaux, ou endoscopiques, vise à diminuer la résistance à l'écoulement à travers la jonction œsogastrique. Deux traitements endoscopiques. Je vais passer très rapidement. La toxine botulique, c'est transitoire. On l'a réservé pour les personnes âgées ne pouvant pas supporter une dilatation. Sincèrement, la dilatation est maintenant bien réglée. Le risque de perforation est vraiment très faible. Et on a des cas de complications de véritable mégasthénite et des décès de patients. Moi, j'ai un souvenir douloureux d'un patient de 45 ans décédé sur une injection de toxine botulique sur des spasmes diffus. La dilatation pneumatique, c'est le traitement de référence endoscopique. Le principe, c'est de dilacérer le muscle circulaire. Le taux de succès dans la littérature varie de 70 à 90%, et la complication principale, c'est toujours la perforation, qui varie dans l'étude entre 0,4 et 5%. En fait, il y a une étude vraiment qui est majeure, qui nous a permis d'améliorer ces techniques de dilatation. C'est cette étude qui a été publiée dans le New England en 2011, qui a comparé les résultats de la dilatation pneumatique avec la myotomie de LR. C'était une étude donc prospective, randomisée, comparative, et le critère principal était le succès clinique. Finalement, à 1 an et à 2 ans, en fait, il n'y avait aucune différence significative entre la chirurgie et la dilatation pneumatique. Tous les autres critères, il n'y avait également aucune différence. La seule différence était surtout dans les complications, avec 4% de perforation et 12% de physique pour la chirurgie. Sachant que les 4 cas de perforation qui avaient lieu dans cette étude, en fait, c'était au début de l'étude. Initialement, dans cette étude, il y avait des dilatations à 35 mm d'emblée. Et là, ils ont eu plusieurs perforations. Ils ont stoppé l'étude et ils ont établi un protocole de dilatation optimisé, en passant d'abord à 30 puis à 35. Si bien que les résultats, à la fin de l'étude, ont montré une absence de supériorité de la myotonie par rapport à la dilatation pneumatique. Et on validé ce protocole optimisé. C'est vrai qu'initialement, finalement, chaque fois qu'on allait quelque part, qu'on voyait des opérateurs faire, chacun avait sa dilatation, son mode de dilatation. Moi, je limite à 35, moi, je limite à 30, moi, je vais à telle pression, je reste tant de temps. Il n'y avait vraiment pas de choses très systématisées. Maintenant, je pense que tout le monde fait de la même façon grâce à cette étude. Donc, c'est une première séance de dilatation à 30 mm, on gonfle le ballon à 5 PSI pendant 1 minute, puis à 8 PSI pendant 1 minute. Et on reprend systématiquement le patient entre 1 semaine et 3 semaines après la première dilatation pour passer à 35 mm avec le même protocole de pression. Si vraiment le patient était encore symptomatique 1 mois après, on refaisait une nouvelle dilatation, on refait une nouvelle dilatation jusqu'à 40 mm. Personnellement, je ne vais pas jusqu'à 40 mm parce que là, c'est là où on a vraiment les hauts risques de perforation. Ça, c'est pour la dilatation, qui est un traitement efficace. Maintenant, on ne peut plus parler d'achalasie sans parler de la manometrie haute résolution, qui a vraiment considérablement changé la donne sur le choix du traitement des patients. Il y a 3 types d'achalasie. Quand on étudie la topographie de pression œsophagienne. L'achalasie classique, celle qu'on voulait retrouver sur la manométrie initiale, avec une pressurisation négligeable et une absence de contraction du corps de l'œsophage, ce sont bien sûr qu'il y avait un défaut de relaxation du sphincter inférieur. L'achalasie de type 2 qui retrouve une pressurisation pan-œsophagienne. Donc ça, en général, c'est plutôt ceux qui répondent le mieux au traitement. Et l'achalasie de type 3 qui spastique, qui présente des spasmes du segment distal. Et c'est ce type d'achalasie qui est le plus résistant au traitement. Dans une autre étude comparative qui incluait cette étude de pression œsophagienne par un de résolution, on retrouvait donc une variation en fonction des sous-types. Le type 1, il n'y avait pas de différence entre la myotomie et la dilatation, on était autour de 80-85% de réponse. Le type 2, excellent répondeur, 100% à la dilatation, donc c'était un significatif, la dilatation était supérieure à la myotomie dans ce type 1, dans ce type 2. Et le type 3, en fait, la myotomie est bien sûr supérieure
à la dilatation, mais l'effectif a été fait pour pouvoir dire que c'était significatif. En conclusion, mais je n'ai pas fini, à l'ère de la manométrie haute résolution, aujourd'hui en France, la calasie de type 1 ou 2 doit être dilatée selon le protocole optimisé à 30 puis à 35, et la calasie de type 3, où les échecs de dilatation pneumatique doivent bénéficier d'une myotomie. Mais quelle myotomie? Chirurgicale ou endoscopique? C'est là finalement le sujet. Maintenant, on a une nouvelle technique grâce à l'avènement de la dissection sous-muqueuse qui permet de réaliser une véritable myotomie par voie endoscopique. Le principe est simple, encore fallait-il le faire. On réalise d'abord une porte d'entrée environ 13 cm au-dessus du cardiaque. On fait une incision longitudinale de la muqueuse. Par cette porte d'entrée avec l'endoscope, on rentre dans la sous-muqueuse, on réalise un long tunnel d'environ 16 cm, on va 3 cm sous le cardiaque. Et puis, sous couvert de ce tunnel, on va réaliser une incision de la couche circulaire interne sur 12 cm, donc 10 cm au-dessus du cardiaque, 2 cm en dessous du cardiaque. Alors, il y a certains opérateurs qui ne s'embêtent pas, qui coupent toute la musculeuse. Je pense que voilà, la technique Noué a décrit cette technique comme ça, c'est vraiment le spasme de la couche circulaire. Je pense que pour l'instant, il faut s'arrêter à la circulaire. Et puis enfin, on ferme la porte d'entrée avec des clips pour éviter qu'il y ait une perforation. Le principe en vidéo, donc ça c'est la porte d'entrée, donc on a réalisé une injection sous-muqueuse pour décoller la muqueuse du plan profond et éviter d'avoir une perforation. Là, on utilise un petit bistouri qui s'appelle le dual knife. Là, on est dans l'espace sous-muqueux. On a du matériel pour réaliser des hémostases préventives. Et on va réaliser le tunnel. On va avancer progressivement sur 16 cm à partir de l'orifice d'entrée. Donc là, le tunnel est fini. J'accélère un petit peu pour ne pas vous embêter. Bon, on a un long tunnel. On a créé vraiment un long chenal dans cet espace sous-muqueux. Et on va pouvoir, sous couvert de ce chenal, réaliser l'incision de la couche circulaire interne qu'on identifie assez bien en endoscopie. Donc on la repère. Là, c'est avec un hook knife. La technique a été décrite avec un triangle. Je pense que peu importe le bistouri, du moment que la circulaire est coupée. Là, on va remonter, on va voir que cette circulaire est complètement coupée. On voit également des petites anicroches sur la longitudinale, c'est pas très grave, il y en a qui coupent tout, comme je vous le disais. Et on va réaliser la fermeture avec des clips. En fin de geste, on va contrôler, on retrouve un cardiaque ouvert. Donc il y a eu plusieurs études qui ont analysé l'efficacité de cette technique, mais c'est des études qui sont encore à court terme. On sait qu'on a vraiment une efficacité très importante, on est encore dans la lune de miel de cette technique, on est à plus de 95% d'efficacité. L'efficacité à long terme est en attente, mais c'est très prometteur si on s'en réfère aux études, aux études fonctionnelles de la jonction œsogastrique en post-intervention. Maintenant, les risques. Bon, mortalité, aucune mortalité décrite dans la littérature pour l'instant. La morbidité, en fait, elle est très très faible. Là, j'ai montré 14%, ça paraît beaucoup, mais si on coule les études, c'est 14%. Pourquoi 14%? Parce qu'il y a encore beaucoup de centres où ça a été réalisé à l'insufflation à l'air. Ça paraît aberrant quand on fait de la dissection sous-muqueuse, quand on fait des grosses interventions longues sous intubation à des patients. Maintenant, on utilise systématiquement le CO2. Et c'est vrai que toutes les complications d'épanchement gazeux, pneumothorax, pneumopéritoine, emphysème, et bien en fait, ça disparaît complètement avec l'insufflation au CO2. Si bien qu'il ne reste plus que l'hémorragie et éventuellement la perforation muqueuse, qui est vraiment une complication, parce que ça nous expose à un risque de perforation complète et donc de médiastinite. Et donc ces perforations muqueuses sont traitables endoscopiquement également, puisqu'on peut les fermer avec des clés. Les deux facteurs de risque principaux, c'est la myotomie complète, je disais, il y a des opérateurs qui ne s'embêtent pas, ils coupent tout, le nerf va derrière. Enfin, là, je pense qu'on va un petit peu trop loin, il faut voir, il faudra analyser les études. Et l'insufflation à l'air, donc il ne faut absolument pas résister technique en insufflation à l'air, mais préconiser une insufflation au CO2. Et enfin,
Il ne faut pas réaliser de scanner systématique après le geste, parce que dans 50% des cas, on a forcément un épanchement gazeux qui est asymptomatique. Donc ça affole pour rien, il faut rester clinique et ne réaliser le scanner que si on a un souci après la procédure. C'est une technique qui est vraiment efficace sur la calazine et qui est également efficace sur les échecs des anciens traitements. Par exemple, des myotomies de LR qui ont récidivé, et ben ça, des études qui ont permis de rattraper le coup. 2 études sur 12 cas et 10 cas, mais ça mérite d'avoir été fait et en tout cas c'est réalisable. C'est également efficace sur les autres troubles moteurs dits spastiques, on disait résistants. Bien sûr la calazine type 3 puisque c'est l'indication princesse, mais le Jackhammer, les spasmes diffus de l'œsophage, ça fonctionne également. Méta-analyse qui compare cette technique avec la myotomie de LR, finalement les résultats sont similaires, seul le temps d'intervention était plus court en faveur de l'endoscopie. Mais il y a une étude prospective européenne qui est en cours, donc on aura la résultat prochainement. Donc la vraie conclusion, à l'ère de la matométrie haute résolution, aujourd'hui en France, la calazine type 1 et 2 doit être dilatée. Le type 3, où les échecs d'éducation pneumatique sur le type 1 et type 2, doit bénéficier d'une myotomie. Mais quelle myotomie, chirurgicale ou endoscopique? Finalement, là, la question reste encore posée. Moi, je pense probablement les deux, ça dépend des centres. Tout le monde n'est pas encore formé à cette technique-là. Et l'avantage de ces techniques, c'est qu'elles ne sont pas forcément opposées, elles peuvent se rattraper l'une l'autre, a priori, dans les études. Merci.